Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est le petit déjeuner politique ce matin avec Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Les sanctions économiques contre la Russie, les chiffres et conséquences aussi de cette guerre en France, les prix de l'énergie, la dette, l'inflation, autant de questions que nous allons aborder. Mais avant de voir la riposte économique aussi à la Russie, l'annonce ou les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, premier meeting de campagne, sous le signe du pouvoir d'achat, le président candidat veut supprimer par exemple la redevance audiovisuelle. On rappelle, c'est 138 €, je crois, ou 138 actuellement par an. Aujourd'hui, comment vous allez combler ce manque de rentrée pour les chaînes publiques ? Comme nous l'avons fait pour la taxe d'habitation. Nous avons supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales. Ça représente une économie en moyenne 700 € par ménage et par an, que nous avons compensé en faisant des économies, en maîtrisant les dépenses. Et la redevance télé est aujourd'hui un impôt qui est à la fois assez impopulaire, mais surtout qui est injuste. Si vous gagnez 1200, 1300 €, vous payez une redevance télé de 138 €. Si vous gagnez 10 000 € par mois, vous payez la même. Et donc, plutôt que de laisser survivre un impôt injuste et avec un rendement finalement assez moyen, nous préférons supprimer cette redevance. C'est du pouvoir d'achat pour les Français et nous garantirons bien évidemment le financement de l'audiovisuel public. Ça représente quoi ? C'est 3,2 milliards à peu près, c'est ça ? C'est 3,2 milliards d'encaissés par l'État, oui. Mais il faut savoir que l'audiovisuel public perçoit 3,8 milliards. Pourquoi cette différence ? Oui, c'est France Télévisions, Radio France et puis quelques autres chaînes. Pourquoi une différence entre 3,2 et 3,8 milliards d'euros ? Parce que lorsque vous payez la redevance télé, certains ménages ne la payent pas, notamment ceux qui ont les revenus les plus bas. Cela représente 600 millions d'exonérations que l'État compense à l'audiovisuel public. Ce qui démontre d'ailleurs qu'une partie assez conséquente, presque 20%, de la redevance perçue par l'audiovisuel public relève déjà d'une dotation budgétaire. Ouais. Bon, d'accord, mais alors, comment vous allez financer cet audiovisuel public si vous n'avez plus ces rentrées de la redevance ? Parce que vous n'allez pas faire 3 milliards d'économies. On voit déjà que vous avez beaucoup de dépenses par ailleurs. Nous continuerons à financer l'audiovisuel public, c'est une évidence. Et nous garantirons le financement de l'audiovisuel public. Après, nous allons rendre 3 milliards au même niveau qu'aujourd'hui. Nous l'avons toujours fait. Nous allons rendre 3 milliards d'euros. Bien sûr, mais vous l'avez toujours fait, mais vous aviez la redevance. Aujourd'hui, vous n'auriez plus la redevance. Nous allons rendre 3,2 milliards d'euros aux Français. Et nous allons rendre 138 € par an aux Français. Et je pense notamment aux Français qui ont les revenus les plus modestes et que cela aidera bien. Oui. Bon, et donc vous vous engagez à financer à la même hauteur, l'audiovisuel public. Et nous avons, au cours de ce quinquennat, accompagné l'audiovisuel public pour faire des économies, pour faire pour mettre en œuvre des plans de modernisation. Tout ça, évidemment. C'est ce que vous allez leur demander quand même, de faire davantage d'économies. Pardon, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a des économies, mais depuis 5 ans, l'audiovisuel public se modernise, se réforme et a une trajectoire d'économie. Des économies qui se mesurent à quelques dizaines de millions d'euros. Oui. Donc, rapporté à 3,8 milliards, cela reste assez relatif, mais c'est déjà le cas. Et donc, nous continuerons à financer l'audiovisuel public, mais nous rendons aux Français 3,2 milliards d'impôts, et donc cette redevance. Oui. Où est-ce qu'il va y avoir aussi peut-être davantage de publicité sur l'audiovisuel public pour se financer ? Il y en a, mais c'est limité, c'est encadré. Il y a déjà beaucoup de publicité. Ne faisons pas les débats trop rapidement et ne mélangeons non, mais pas c'est le président de la République qui a annoncé ça hier soir. Le président de la République a annoncé que nous supprimerons la redevance télé, comme nous avons supprimé la taxe d'habitation. Parce que lorsqu'un impôt est injuste, il vaut mieux le supprimer. Il n'y aura pas de privatisation de chaînes, comme l'évoquent d'autres candidats. Non, mais c'est évoqué, puisque c'est dans le débat de la présidentielle. Les autres candidats ne sont pas les miens. Ce n'est pas parce que tel ou tel candidat a une idée farfelue que nous sommes obligés de la reprendre. Oui. Deux autres points. Donc la prime Macron, elle pourrait être triplée. C'est ça. C'est celle qui est exonérée de charges sociales à hauteur de 1 000 € à peu près. Pardonnez-moi, mais il faut être précis. Oui. C'est 1 000 € possible de prime totalement exonérée. Oui. Et cela peut monter à 2 000 € lorsqu'il y a un accord d'intéressement et de participation. Oui. Mais alors comment vous allez faire ? Vous allez contraindre les employeurs à tripler ? Nous sommes déjà sur la base du volontariat. Lorsqu'on parle de 1 000 € et de 2 000 € avec un accord de participation, c'est un plafond. Et par exemple, en 2021, il y a à peu près 3 900 000 salariés qui ont bénéficié de cette prime de pouvoir d'achat, que certains appellent la prime Macron, pour un montant moyen de 560 €. Parce que toutes les entreprises n'ont pas versé une prime égale à 1 000 € ou égale à 2 000 €. C'est en fonction des moyens des entreprises et de la volonté des entreprises de mettre en place cette prime. Donc quand Emmanuel Macron dit on va tripler, il dit aux employeurs... C'est un triplement du plafond et donc c'est beaucoup plus de liberté donnée aux entreprises pour accompagner leurs salariés. Oui. Alors il y a aussi comme autre annonce, mais là cette fois-ci qui est plus une déclaration d'intention, le chef de l'État dit que les aides gouvernementales sur l'essence seraient donc améliorées autour toujours de l'indemnité kilométrique et puis l'indemnité inflation, c'est ça ?
Nous avons plusieurs choses à souligner. La première chose, c'est que depuis le début de l'hiver, il y a une crise de l'énergie, bien avant le conflit en Ukraine, et nous avons pris des mesures, le chèque énergie, la revalorisation du barème kilométrique, le blocage des prix de l'électricité et du gaz. Et nous avons mis en place l'indemnité inflation de 100 euros pour tous les Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. À l'heure où nous parlons, sur les 38 millions de Français éligibles à cette prime, 36,7 millions ont déjà touché cette prime. Et nous travaillons pour récupérer les relevés d'identité bancaire, d'indépendants, de salariés à domicile, pour qui les URSSAF notamment n'ont pas les relevés d'identité bancaire et ne peuvent par conséquent pas verser la prime. Et nous allons même mettre en place une plateforme pour que ceux qui ont été oubliés, parce que leurs coordonnées n'étaient pas disponibles, puissent faire valoir leurs droits. Donc nous tenons cet objectif-là. Hier, le président de la République a dit... Ça veut dire que vous avez dépensé combien pour ça à peu près aujourd'hui? Vous savez, 36,7 millions multipliés par 100, ça fait 3 milliards 670. Voilà, c'est d'accord. Non mais c'est ça, non mais bien sûr. C'est comme à l'école, il suffit d'ajouter 2 zéros. Bien sûr. Par contre, le président de la République a dit que dans le cadre du plan de résilience que nous allons mettre en place, que nous préparons autour du Premier ministre, pour aider l'économie française face aux conséquences de la guerre en Ukraine, il y aura des mesures sur l'essence, parce que l'essence augmente très fortement du fait de l'augmentation des cours, et c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Les modalités ne sont pas arrêtées, mais nous travaillons pour justement continuer à protéger les Français. Ah oui, alors on avait Christophe Ramon, tout à l'heure, président du conseil départemental du Tarn, comme d'autres élus qui demandent, le Tarn c'est un département extrêmement rural, vous connaissez, vous, l'Ardèche, on a besoin de sa voiture, évidemment, aujourd'hui à l'essence à 2 euros, à 1,90 €, 2 euros, il dit qu'il faudrait aller plus loin dans les aides et notamment restaurer une diminution en fait des taxes, quoi. La fameuse TIPP flottante, on en a déjà parlé. Oui, alors voilà, c'est ça. Vous dites qu'elle n'a jamais marché. La TIPP flottante, elle a été essayée 2 fois. Et à chaque fois que vous mettez en place une TIPP flottante, les résultats du flottement, si on peut dire, interviennent au moment où les cours ont changé d'orientation. Et donc c'est toujours à contretemps. Oui, mais là on est dans une trajectoire longue quand même. C'est toujours à contretemps. Nous travaillons sur d'autres dispositifs, la revalorisation du barème kilométrique, on l'a évoqué, l'indemnité inflation qui permet d'accompagner les Français face à la hausse des prix et pas seulement à la hausse des prix du carburant. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs hypothèses sur la table. Il est trop tôt pour dire comment nous allons intervenir. Nous le ferons dans le cadre du plan de résilience qui sera annoncé au courant du mois de mars. Oui, c'est ça. Alors, l'indemnité à inflation qui pourrait être de quel ordre alors? Mais je viens de Non, mais vous dites que c'est sur la table, mais à peu près, en fait, s'il y a une fourchette. Les modalités ne sont pas arrêtées. Oui, il n'y a pas de fourchette, en fait, pour l'instant. Même s'il y en avait et il n'est pas question, et vous le dites ce matin, Olivier Dussopt, il n'est pas question quand même de diminuer les taxes sur l'essence, quoi. Comme le réclament certains. Beaucoup le réclament. En général, ceux qui n'exercent pas de responsabilité proposent les solutions les plus faciles. Ça, c'est assez courant. Nous regardons tout cela d'extrêmement près, évidemment. Nous avons privilégié d'autres modalités d'intervention. Mais je le répète, il y a un plan de résilience qui est en train d'être préparé pour accompagner l'économie française face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Et c'est dans le cadre de ce plan que nous ferons les annonces autour du carburant. Alors, le plan résilience, c'est un peu la suite du quoi qu'il en coûte pour le Covid? Un petit peu, non, Olivier Dussopt? D'être extrêmement ciblé. Oui. Ça va coûter combien? L'économie française n'est pas l'économie la plus directement exposée à l'économie russe. Je prends quelques exemples. Mais les exportations de la France vers la Russie, c'est 1,3% des exportations françaises. Les importations de la Russie vers la France, c'est 1,6%. Par contre, nous avons quelques entreprises qui sont plus particulièrement exposées, parce que très présentes en Russie, et qui peuvent subir des effets indirects. Et nous subissons des effets indirects. Et les effets indirects, il y en a 2. C'est l'augmentation du prix de l'énergie, notamment le gaz, et c'est l'augmentation du prix du blé. La France, de manière générale, n'est pas cliente ni de la Russie ni de l'Ukraine en matière de blé. Je dis bien de manière générale. On trouvera toujours un importateur qui achète quelque chose. Non, mais bien sûr, Par contre, il y a des conséquences. L'absence de production en Ukraine et les blocages, les munitions économiques contre la Russie font augmenter le cours du blé. Donc nous avons une préoccupation sur laquelle nous travaillons avec Julien de Normandie pour accompagner les éleveurs, notamment directement concernés. Mais ce plan de résilience, dernier mot, il n'est pas chiffré là pour l'instant aujourd'hui. Pas encore, parce que nous travaillons sur l'identification des conséquences de cette crise. Nous regardons aussi comment l'économie réagit. Nous sommes dans une période de croissance et c'est tant mieux. Notre objectif est d'être le plus précis possible, de protéger à la fois les entreprises mais aussi les ménages. Hier, le président a dit que le bouclier tarifaire que nous avons mis en place sur le gaz et l'électricité jusqu'au mois de juin devra certainement être prolongé au-delà du mois de juin pour protéger les Français de l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Vous savez, ce bouclier tarifaire, il est très efficace parce qu'il protège. Imaginez que si nous ne l'avions pas mis en place, au mois de février, la facture d'électricité des Français aurait été multipliée par 1,5.
Elle aurait augmenté de 50%. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a un bouclier. Ouais. Et évidemment, il faut le dire, le répéter, parce que tout le monde trouve l'énergie trop chère. Et c'est normal, parce que tout le monde aimerait payer son électricité moins chère. Mais sans le bouclier tarifaire du gouvernement, le gaz aurait augmenté de 40% et l'électricité aurait augmenté de 50%. Alors, c'est quand même considérable comme protection. Oui, et du coup, entre cela et puis les autres conséquences de ce conflit, quel peut être l'impact aussi sur les finances publiques, l'impact donc de cette guerre aujourd'hui? Il est trop tôt pour le mesurer parfaitement pour deux raisons. D'abord, nous avons besoin d'un peu de temps pour mesurer les conséquences sur tel ou tel secteur de l'économie et les aides que cela nécessite. Et puis il y a un deuxième aspect qui est très difficile à mesurer, mais c'est vrai pour la France, pour l'Europe et pour le monde entier. C'est quelles sont les conséquences de ce conflit et de cette guerre en Ukraine sur le niveau de la croissance mondiale, le niveau de la croissance européenne. Les hypothèses sont très larges parce que ça dépend de la durée du conflit, ça dépend de son intensité, ça dépend de nouvelles mesures qui seront très certaines. Et là, vous êtes en train de réviser justement le niveau de croissance. On était aujourd'hui. On a une croissance qui est à 7% en 2021 et nous avons une hypothèse de croissance pour 2022 qui est à 4%. Oui. Aujourd'hui, il est trop tôt pour la remettre en cause. Mais elle risque quand même d'être impactée, forcément. Comme toutes les croissances mondiales, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a des blocages économiques et lorsqu'il y a une flambée des prix de l'énergie, ça a des conséquences sur la croissance. Et conséquences aussi sur le niveau de l'inflation. Oui, aussi, et nous l'avons vu avec le mois de février, depuis le mois de décembre jusqu'au mois de février, des montants d'inflation qui sont plus élevés que d'habitude, On pourrait principalement tirés par l'énergie. On pourrait être à combien au niveau de l'inflation? Au mois de février, nous étions presque à 3%. Presque à 3%. Qui est beaucoup plus important que on disait déjà d'ailleurs que c'était un peu sous-évalué, les chiffres qu'on avait avancés de 2,7, 2,8, alors que dans la zone euro, on était à 5%. Vous savez, nous appuyons sur non, mais je dis ça parce que ce sont les chiffres nous appuyons sur l'INSEE. Si vous voulez, il y a des chiffres qui peuvent circuler, chacun a sa vérité. Non, mais on sait qu'il y a des choses qui sont... Ce sont les chiffres de l'INSEE et je crois que personne ne les a jamais remis en cause. Oui, un mot aussi, Olivier Dussopt, sur ce que vous mettez en place sur les sanctions économiques, notamment aussi la saisie des avoirs éventuellement des oligarques. Vous en êtes où aujourd'hui? Puisque donc à Bercy, vous avez les douanes sous votre autorité. La Direction générale des finances publiques et Tracfin. Ouais. Nous identifions d'abord, puisqu'il ne s'agit pas de saisir, et d'abord, avant de parler de saisie, on parle de gel, il ne s'agit pas de geler les avoirs de tous les Russes. Nous ne sommes pas en guerre avec les Russes et nous ne sommes pas opposés aux Russes. Nous avons une liste, puisqu'il y a eu 4 paquets de sanctions, avec une liste sur laquelle il y a plusieurs centaines de noms. J'avais compris quand même qu'il y avait une guerre économique. Plusieurs centaines de noms, soit de personnes, soit d'entités, qui font l'objet de sanctions. Lorsque vous avez des noms de personnes, il s'agit d'identifier les avoirs bancaires, d'identifier les avoirs immobiliers, d'identifier d'éventuels véhicules de luxe, des bateaux par exemple, et nous les gelons. Geler, ça n'est pas saisir. Pour geler, c'est une décision administrative. Par exemple, si je gèle vos avoirs bancaires, vous ne pouvez plus utiliser vos comptes en banque. Si je gèle votre appartement ou votre maison, vous pouvez l'habiter, mais vous ne pouvez ni la vendre, ni la louer. Et là, c'est opérationnel aujourd'hui déjà? Oui, nous le mettons en place. Nous avons déjà gelé des navires qui essayaient de contourner les mesures de gel. Et nous avons, à l'échelle de l'Union européenne, gelé les avoirs de la Banque centrale russe dans les différentes banques européennes. Mais comment vous faites le tri des oligarques là? Mais parce qu'il y a des listes de noms qui sont établis, non pas au niveau français, mais au niveau européen, parce que c'est important de le faire au niveau européen et même en coordination avec les Américains et avec les Britanniques. Et ce sont des oligarques ou des personnes qui sont repérées pour leur proximité avec le régime et le gouvernement. Mais ce matin, vous n'êtes pas encore en mesure de chiffrer justement ce gel à peu près en France. Puis par ailleurs, nous sommes dans un état de droit. Oui. Et dans un état de droit, nous pouvons prendre des mesures de gel d'avoirs, mais nous respectons aussi le secret fiscal et nous respectons les données personnelles des personnes qui sont concernées. Vous pouvez être l'objet de sanctions, avoir du patrimoine en France, faire l'objet d'un gel, et ce n'est pas pour ça que vous méritez, si je puis dire, que l'ensemble de vos avoirs soit mis sur la place publique. Oui, d'un côté, il y en a qui eux, ont des bombes sur la tête, donc on peut comprendre que d'un autre côté... Mais c'est toute la différence entre un état de droit. Nous sommes un état de droit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans un moment dans lequel nous gelons des avoirs et du patrimoine. Si nous devons aller vers de la confiscation ou de la saisie, ça passera par des procédures pénales et des débats contradictoires parce que nous respecterons l'état de droit jusqu'au bout. Oui. Est-ce qu'on peut obliger Total à partir de Russie? C'est ce que demandait par exemple Yannick Jadot qui était à notre micro hier matin. Obliger, non. Total est une entreprise qui a sa gouvernance et je sais que Bruno Le Maire a des discussions avec le patron de Total pour voir comment on peut bien coordonner les positions. Mais il y a des moments, peut-être parce que nous sommes dans une campagne, où
les solutions simplistes sont mises sur la table. Oui. Il n'y a pas de solution simpliste dans une crise aussi complexe. Oui, Vladimir Poutine a dit hier qu'il pourrait rembourser en roubles aujourd'hui. On sait que la valeur a perdu près de 50%. Ça va avoir forcément aussi un impact. Et tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les contre-sanctions. Et lorsqu'on est dans une période comme celle que nous vivons, avec des sanctions qui sont prises par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, nous savons nécessairement que la Russie est en capacité de prendre des décisions de réponse ou de contre-sanctions. Ça peut être le fait de s'appuyer sur une devise qui a beaucoup perdu de sa valeur. Ça peut être d'autres mesures économiques. Tout ça est à prendre en compte et tout ça explique aussi que nous sommes obligés d'être prudents sur le calcul des conséquences économiques, puisque chaque décision peut avoir une modification. Merci Olivier Merci Dussopt, ministre en charge des comptes publics, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Il est 8h33, restez avec nous jusqu'à 10h.